Bonjour Laetitia Aido, Bonjour. j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous recevoir. Merci, moi aussi, je suis ravie d'être là. Vraiment, vraiment, on s'était rencontrés il y a quelques temps et je vous avais déjà dit que je voulais vous recevoir. Donc maintenant c'est fait, c'est la première fois et il y en aura d'autres. Vous êtes comédienne mais pas que, vous êtes une artiste complète. On va parler un petit peu de tout ce que vous faites. Il y a de la musique, il y a de la peinture, il y a de la comédie. Mais voilà, vous êtes surtout quelqu'un d'intéressant dans votre parcours. Et pour commencer, la première question, pour y aller comme ça tout de go, comment est-ce qu'on passe de l'architecture à Peter Brook? Écoutez, c'est une ligne pas droite, mais pour moi, il y a quelque chose d'un petit peu similaire dans le sens où ce que je cherchais en fait depuis l'enfance, c'est à être artiste. Dans tous les sens du terme. J'aimais bien dire cette petite phrase qui était que je voulais être artiste jusque dans mon assiette. C'est-à-dire que je voulais même présenter les choses dans mon assiette de manière voilà, belle, équilibrée. En fait, il y avait une recherche d'équilibre dans tout et qui était complètement inconsciente à l'époque. Et finalement, architecture, c'est parce que j'avais passé les beaux-arts, architecture, et j'avais été prise aux deux. Je m'étais dit, bon, c'est plus sérieux, architecture. Mais finalement, j'ai fait un virage complètement à 90 degrés en me disant, il y en a marre finalement d'être sérieux là, à construire des maquettes et des cubes en béton. Je vais aller m'exprimer comme ça avec des lignes de texte. Oui. Et donc, quand j'ai découvert que les gens étaient payés pour dire des mots, je me suis dit là, c'est la révolution. C'est comme si j'avais jamais pris conscience du fait que c'était un vrai métier. En fait, pour moi, ça faisait partie du paysage, mais j'avais pas compris que j'y avais accès. Oui. Et comme j'ai toujours écrit, pour moi, c'était l'acte de création, on va dire, presque primaire, en fait, l'écriture. Puisque même quand on fait un projet d'architecture, on va d'abord écrire notre concept. Et là, d'un coup, les mots, c'était vraiment, pour moi, la pureté du geste artistique, c'était vraiment la base. Et finalement, j'y reviens après toutes ces années, puisque maintenant, je me remets enfin à écrire, que ce soit par les chansons, par des scénarios, par des projets de... J'ai plein de projets. Mais oui, on va développer tout ça. Ça fleurit enfin. Mais oui, il faut, vous savez cette phrase qui dit il faut toute une vie entière pour arriver à parvenir à notre objectif. Donc c'est l'histoire d'un chemin. C'est pour ça que ça m'intéressait de vous recevoir parce que aujourd'hui on vous voit dans différents projets très intéressants, dont un dont on parlera tout à l'heure, très populaire, qui est la série d'Olivier Marchal, Pax Machia saison 2, qui est sur Netflix depuis le 9 décembre, si je ne me trompe pas. Vous intervenez dans cette saison 2 avec Mastria. Enfin, c'est vraiment c'est super ce rôle de méchante, mais on en parlera tout à l'heure. Avant ça, ce qui m'intéresse, c'est aussi la formation que vous avez eue. Donc, vous m'avez dit que vous avez fait donc, de l'architecture, mais vous êtes parti aux États-Unis, à Los Angeles et aussi à Londres, pour acquérir une formation technique. C'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément aisément et on change de code et de manière d'apprivoiser le métier de la comédie, du cinéma au sens large. Qu'est-ce que ça vous a apporté et pourquoi avez-vous fait ce choix? En fait, j'étais en France, j'ai fait 6 écoles. Ah oui. Ouais. Ah, peut-être que vous n'êtes pas à Il n'y en avait aucune qui me rendait heureuse. Donc je me disais, il y a quelque chose qui cloche, Oui. mais je n'avais même pas compris ce qui clochait. Oui. Jusqu'au jour où je vois dans un stage d'acteur 2-3 acteurs dans les 18 qu'il y avait qui ne jouent pas comme les autres. Et là, je me dis, c'est incroyable. On dirait qu'ils sont. Ils sont là. Ouais, Ils ne font pas. Et donc, je suis allée les voir, je sais d'où vous sortez. Et il se trouve qu'ils avaient fait la même formation. C'était la formation Meisner. Donc, c'est un disciple de Stanislavski qui, en fait, est parti finalement... en fait, a compris les dangers que Stanislavski lui-même avait mis en exergue en disant attention, ma méthode est dangereuse. C'est-à-dire que la méthode acting, lui-même a dit que c'était dangereux d'aller se rappeler de la mort de sa mère, de la mort de son chat, puis quand ça marche plus, on va tuer son grand-père, et puis on devient fou en fait. Il y a quelque chose. Et il l'a dit dans une sorte de contre-méthode qui n'a pas été traduite pendant des dizaines d'années. Donc il y a très peu de gens qui le savent. Moi, je ne l'ai pas vu, cette méthode. Simplement, un de ses élèves a repris tout ça et a dit, OK, s'il y a des choses qui étaient quand même très importantes dans la méthode d'origine de Stanislavski, comment on va en fait contourner le danger que ça peut apporter pour être non pas dans sa tête à soi, mais être complètement en écoute sur l'autre. C'est une écoute à 100% sur l'autre. Et là, d'un coup, quand j'ai fait ça pour la première fois, tout s'est ouvert, tout s'est révélé parce que c'est devenu hyper excitant parce qu'on ne sait pas ce que va faire l'autre. Alors que quand on n'est que sur soi-même, d'abord on est assez vite
aride, parce qu'en fait, on tourne en boucle avec soi, on est dans sa tête, et je suis très, très, très en colère. Alors qu'en réalité, si on se connecte à l'autre et qu'on va trouver chez lui quelque chose qui va nous mettre en colère, c'est beaucoup plus riche. Parce que ça nous nourrit et on est d'un coup comme sur un ring où on ne sait pas ce qui va se passer, il va falloir réagir, et finalement, c'est comme une impro, mais contenue dans le texte. Et donc, on donne beaucoup d'importance au texte, on a beaucoup de respect pour les mots, encore une fois. Oui. Et là, en fait, tout reprenait son sens pour moi. Je me disais, mais d'abord, c'est ça que je voulais faire, en fait, depuis le début. Oui. Et que quelque part, on peut nous empêcher un peu de faire dans des techniques beaucoup plus classiques, où en fait, finalement, on fabrique plus qu'on apprend à être. Et moi, c'est ça qui me... En fait, toute la démarche du jeu d'acteur, je m'étais toujours dit, mais c'est aussi une démarche pour devenir une meilleure personne. Parce que et ça, c'est quelque chose qu'un prof de théâtre ne peut pas dire, parce qu'il sort de son cadre. Mais moi, je me disais, je veux devenir plus juste, plus vrai, plus sensible. En fait, tout allait dans le bon sens, d'un coup. Et ça a commencé, ça, assez tard, en fait. Ça a été ma dernière école. Et cette école est une école, donc, de formation plutôt anglo-américaine, même si Stanislavski et Meisner, ça vient plutôt de la Russie. Mais en tout cas, enfin Meisner non, puisque c'est son disciple. Et mon professeur, Scott Williams, a été formé avec Meisner. Et donc, je suis allée me former à la source, en France aussi, parce qu'il était là, puis en Angleterre, puis à New York. Et de là, je me suis dit, bon, bah, je vais aller jusqu'à Los Angeles. Et j'ai passé à peu près 6 mois à faire des allers-retours entre les deux villes, et à faire des coachings et à découvrir des acteurs d'un niveau... Bon, l'Angleterre, déjà, ils sont très, très, très hauts en niveau de jeu, et les Américains aussi. En fait, c'est une exigence. Oui. C'est que j'ai découvert là-bas, il n'y a absolument pas de place pour le non-travail. Il faut travailler, et on le sent quand... ça explique peut-être justement cette carrière internationale que vous avez eue très très tôt. Aujourd'hui en France, ça y est, on vous découvre, et il y aura d'autres séries dont on parlera tout à l'heure sur France Télévisions et TF1 qui vont arriver au printemps. Donc vous arrivez en France de façon très forte, mais cette carrière internationale que vous avez démarrée très tôt s'explique aussi par ce choix de formation et quelque chose de logique en fait maintenant, et dans la précision du jeu que vous avez. Oui, c'est-à-dire que déjà j'ai vu des jeunes enfants arriver avec des tirades de texte et être absolument au cordeau et être parfait. Je me suis dit, waouh, s'il y a 8 ans ils ont cette exigence-là, il va vraiment falloir que j'ai le niveau. Donc ça m'a mis un niveau d'exigence aussi très haut. Mais c'est surtout par amour des mots, c'est qu'en fait je me dis, je travaille avec un coach aussi depuis des années. Et notre jeu, en fait, c'est de se dire, même si le texte nous paraît mauvais, des fois il est mauvais. Hein. Ça arrive. Hein. Ça arrive, Ouais, ça arrive même parfois souvent parce qu'il y a peu de temps. Parfois sur des projets de série, ça peut aller beaucoup plus vite. Le texte n'est pas bon. Et en fait, on a découvert que le jeu qu'on a mis en place, c'est que si on travaille vraiment, intensément, un texte mauvais, et ben, sans changer les mots, on lui donne corps. Il finit par être bon. D'accord. Mais en fait, le texte n'a pas changé, c'est notre manière d'avoir... De l'interpréter. Mais oui, parce que dans la vie, on ne parle pas avec un bon texte, on parle avec... Mais par contre, on arrive à être vrai, puisqu'on est vrai, on est là. Donc en fait, tout le jeu, ça a été de se dire, non, 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 allez, on ne change pas. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui est comme une sorte de jeu. C'est une partition que j'aime respecter, mais c'est vrai qu'après, j'aime aussi vraiment respecter les mots de l'auteur, puisque j'aime le travail d'auteur. Bien sûr, exactement. Donc voilà. Il y a 15 ans, en 2015, il y a plus de 10 ans maintenant, on vous a découvert dans Fauda. Donc on vous parle souvent, Dr Chirine, et du rôle que vous avez eu dans cette série, qui est un succès mondial. On ne va pas s'éterniser sur la série, maintenant que tout le monde connaît, mais j'insiste pour ceux qui ne l'ont pas vue, allez la voir. Que s'est-il passé depuis? Il y a un avant et un après Fauda. Il y a depuis Dirty Angel, et il y a eu Liaison, une affaire autour d'espionnage, Chef of Station, pareil. Donc il y a eu pas mal de films et de séries très très intéressants et très internationaux et américains. Est-ce qu'il y a eu comme ça avec Fauda une capsule qui a sauté, une manière d'exister pour les distributeurs, les réalisateurs? Oui, c'est-à-dire que d'un coup tout le monde a vu cette série en fait, de Terrence Malick à... Récemment, Tarantino, que j'ai croisé à Cannes, et en fait, on parle que de Fauda, quoi. Et donc, c'est complètement dingue. Et en France aussi. Mais en France, en fait, elle a démarré plus tard, puisqu'elle a été diffusée qu'à partir de 2017, alors que le monde l'a découvert 2-3 ans avant. Mais il y avait un accord comme ça, où Netflix, finalement, elle est arrivée après.
Donc ça a été un démarrage un peu différent et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de propositions à l'étranger que j'ai prises évidemment puisque j'ai perfectionné mon anglais suffisamment pour pouvoir être complètement bilingue, même si je garde un petit accent, et je trouve que c'est très bien parce que je ne serai jamais en compétition avec les millions d'Américains de toute façon, donc c'est bien que je reste quand même dans une niche où justement j'ai moins de concurrence et c'est pas plus mal. Et j'ai réfléchi comme ça après parce que je me suis dit soit je passe des années à avoir un anglais parfait et dans ce cas je me retrouve en compétition avec toute l'Amérique. Donc est-ce bien utile? Il faut être pragmatique. Finalement, vous l'avez été. Finalement. Puis il y a plein d'acteurs étrangers qui travaillent aux États-Unis qui gardent leur accent, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Et puis surtout j'ai eu l'occasion de travailler en 10 langues dans des accents complètement improbable et finalement j'arrive plus à effacer mon accent dans d'autres langues que je n'ai jamais entendues, puisqu'en fait mon oreille est complètement vierge, donc je répète à l'identique de ce que... C'est phonétique. Voilà, et alors que l'anglais, je le parle depuis que je suis petite, donc j'ai une manière de le parler, même si je l'ai beaucoup amélioré. Mais ça m'a ouvert à des aventures humaines et des découvertes de... Cette capacité de répéter les langues, de phonétique, m'a ouvert à des aventures très inattendues, très belles. C'est encore le rapport au mot en réalité, que ce soit en français ou en une autre langue, ça permet le lien avec l'autre en fait. Oui, c'est comme de la musique et ça permet pour moi, le lien avec l'autre, c'est vrai. Mais il y a vraiment un rapport harmonique, musical, qui est très joli. Mais vous êtes une artiste, donc ça englobe énormément de choses d'être artiste. Et vous êtes aussi une citoyenne, et j'ai cité les différents films que vous avez faits qui parlent beaucoup. Il y en a une qui se joue, le décor se passe en Afghanistan. Donc il y a un endroit du monde auquel vous êtes habitué maintenant à travers votre filmographie. Et vous êtes engagé aussi dans pas mal d'associations autour du vivre ensemble, ça fait un peu Miss France de le dire comme ça, mais la paix dans le monde, on a envie de la voir et aujourd'hui ça sent pas très bon. Quelle citoyenne ça a fait de vous de jouer comme ça dans différents films qui ont une histoire géopolitique très importante? C'est vrai que même avant que je sois engagée à ce point-là, dans un amour de ce qu'on a en commun, je disais déjà que je voulais être un trait d'union. Puisque ma famille est complètement mélangée. J'ai les 3 religions dans ma famille du côté de ma maman. Et c'était vraiment pour moi une sorte de mission inconsciente de se dire je vais leur faire se redonner la main, alors que c'est un pays, le Liban, en guerre depuis tellement d'années, une guerre civile de 17 ans et encore, est-ce qu'on ne peut pas la continuer jusqu'à aujourd'hui quand on voit tous les drames que le pays traverse. Donc moi je me suis dit, il y a peut-être moyen de retrouver le noyau dur d'amour qu'il y a eu, forcément, puisque cette famille s'est mélangée et s'est mariée entre communautés. Donc c'est que l'amour persiste quelque part, et même si les guerres les ont séparés, je voulais être ce trait d'union-là, mais à ma manière, et je ne pensais pas à l'époque que ça allait transpirer dans mon métier, en fait. Et finalement, c'est exactement comme ça que ça a démarré, puisque la première fois que j'ai travaillé au Moyen-Orient, ça a été avec un réalisateur qui est Eran Riklis, et qui est vraiment quelqu'un qui fait se rencontrer dans son film, là en l'occurrence les communautés palestiniennes et israéliennes, et pour moi ça a eu un écho immédiat. Et ensuite Fauda est arrivée, et Chirine, pour moi c'était vraiment très important qu'elle ait un pied en dehors du conflit, comme je l'ai souvent répété, mais pour qu'elle puisse aimer les deux camps de la même manière. En plus elle est médecin. Moi, dans ma famille, il y a toute une génération, il y a plusieurs générations de médecins et d'infirmiers, donc ça m'était très familier aussi. Et pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du soin. Oui, totalement. Donc de l'amour, en fait. Penser aussi. Et j'aime bien aussi dire cette chose-là. Et c'est vrai que, en fait, l'amour, c'est pas neutre, c'est pas facile. L'amour, c'est un acte qui demande un effort physique. Parce qu'en fait, quand on est énervé par quelqu'un, énervé par l'autre camp, avec lequel parfois on n'est pas d'accord, quand on se met dans un camp, justement, le travail, c'est de sortir de cette polarité-là et de se dire comment je fais quand je me mets au milieu et qu'en fait, j'ouvre mon cœur aux deux côtés. Et c'est un réel effort physique, et c'est un réel... Quand je dis physique, c'est que ça nous coûte en fait parfois, parce qu'on est humain, qu'on a nos failles, et qu'en fait c'est un acte auquel il faut rendre hommage, parce que c'est un acte de courage en fait. C'est beaucoup plus difficile ça que de dire je suis d'un côté, je déteste l'autre. C'est plus confortable en fait. C'est très intéressant et très important que vous disiez ça aujourd'hui. On connaît toutes les deux l'association Les Guerrières de la Paix.
Anna Assouline et d'autres. C'est très difficile aujourd'hui d'être au milieu et de faire entendre cette non-polarité. C'est pas à la mode. Donc c'est en effet, je reprends votre terme très courageux de pouvoir dire aujourd'hui, parce que je n'ai pas choisi de camp, bah, c'est justement le camp de la paix que je choisis, en tout cas celui de la raison. Et à travers les différents rôles que vous jouez, ça vous a permis, c'est ce que j'entends en vous écoutant, de penser le monde, de le réfléchir. Et ça vous a fait grandir. Qu'est-ce que ça a créé à l'intérieur de vous? Ben pour moi, c'est très important que les rôles auxquels je vais donner ma voix, qui vont donc refléter en fait une pensée artistique et donc politique, en fait, du réalisateur ou de la réalisatrice. Et c'est important pour moi de ne pas donner ma voix à n'importe quoi, à n'importe qui. Et d'ailleurs, on voit bien les réactions du public, des publics, quand on parle de Chérine, qui a été un personnage très fort, mais victime et qui a souffert, etc. Et qu'on me dit, mais qu'est-ce que vous êtes gentille? Et puis qu'en ce moment, je joue des personnages méchants et qu'on me dit, elle doit forcément être très, très méchante. Donc, il y a une vraie imprégnation inconsciente du personnage sur le public. Donc ça veut dire que le choix que je vais faire en tant qu'actrice et le discours que je vais porter, il va avoir un vrai impact. Oui. Donc ça, je le prends vraiment en considération. Et il y a des rôles que j'ai refusé de jouer parfois mais c'est compliqué parce qu'en fait, on a tout en nous en tant qu'acteur et il est important parfois de jouer, de personnifier des personnages, de donner vie à des personnages qui ont été réellement profondément mauvais parce que ça fait partie de l'humanité. Sauf que c'est parfois difficile et que c'est d'ailleurs quelque chose que je vais avoir à faire bientôt dans un beau long métrage américain. Voilà, mais il y a un repenti par exemple dans ce film-là. Donc en fait, c'est un personnage qui revient. Enfin, c'est l'histoire de la Réunion et c'est voilà, sur les enfants de la Creuse, donc les enfants volés à la Réunion par l'État français, jusque dans les années 70. On ne réalise absolument pas la gravité et la longueur de cet acte criminel. Et en fait, moi, j'accepte ce rôle parce que cette personne se rend compte de l'atrocité dont elle a fait partie. Donc c'est aussi intéressant de montrer que, oui, il y a ça, mais après, je pense que tous les rôles sont intéressants, ça dépend dans quel cocon ils sont, bien sûr, ils sont cuisinés. Et vous ne vous laissez pas enfermer, on va dire un mot de Chris. Alors, Chris, pour ceux qui regardent Pax Massiah savent qui c'est. Vous arrivez, je laisse le suspense, dans la saison 2, à un moment donné. Et vous êtes méchante. Très méchante. Alors, ma première question, c'est est-ce que c'est difficile, après Dr. Chérine, de jouer quelqu'un de méchant? Non. Et la deuxième question, ce qui m'intéresse moi, c'est pas le fait d'être méchante, c'est une femme de pouvoir. Ouais. C'est celle-ci que vous êtes. Alors, quel est votre regard là-dessus? Alors, ce qui est très, très intéressant, c'est que pendant des années, en fait, les gens m'ont dit « Tu es difficile à distribuer, on ne sait pas où te mettre, parce que tu as quelque chose comme ça, tu es grande et tu prends de la place. » J'étais là « Oui, mais alors je fais comment? Parce que je ne peux pas me couper un bras. » Et en fait, j'ai compris que j'étais juste pas encore alignée, pas encore en accord avec ce que je représentais, sauf que c'est un travail qu'on ne peut pas faire tout seul. C'est aussi pour ça que je travaille avec un coach, moi, parce qu'en fait, je ne peux pas réaliser ce que je représente pour les gens. Et en fait, il se trouve que quand on a le visage qu'on a, on est taillé comme on est taillé, il se trouve que moi, quand je parle pas, comme ça, elle est méchante. En fait, je suis pas sympa. Voilà. Mais c'est pas moi qui suis pas sympa, c'est ce que je représente. Donc il a fallu que en plus, je suis plutôt toujours drôle et à faire des... Enfin, je suis plutôt sympa. D'ailleurs, il est arrivé que les journalistes, des fois, me disent « Oh là là, mais vous êtes vachement plus sympa que ce que je croyais. » Bon, et quand j'ai compris qu'en fait, c'est ce que je viens de dire juste avant, c'était qu'en fait, quand je ne fais rien, j'ai cette stature, il a fallu que je l'apprivoise parce qu'en fait, j'en ai pas vraiment conscience. Mais finalement, ce n'est pas difficile de jouer un personnage méchant puisque je ne fais plus rien. Oui. Et, alors, petite nuance, ne rien faire, c'est ce qu'il y a aussi de plus difficile, finalement. Oui. Mais ça s'apprend. Et finalement, là, maintenant, je joue depuis suffisamment d'années pour avoir appris à ne rien faire. Mais c'est très difficile parce qu'au début, on veut faire. Donc, on croit qu'il faut faire. Mais cette technique dont je parlais avant, Meisner, nous amène à ne plus faire et à être. Donc, c'est aussi tout un travail de longue haleine. Dans cette technique, on parle souvent du danseur en disant qu'on fait toujours des exercices pour ne pas être rouillé. Donc, c'est comme des exercices à la barre, etc. Et moi, j'aime bien la comparaison avec le violon. Je trouve que il ne faut jamais s'arrêter, on ne peut pas s'arrêter dans un instrument de musique. Et c'est un peu pareil avec le jeu d'acteur.
Et aujourd'hui, je trouve que j'ai suffisamment... Alors, je continue à travailler tout le temps, mais j'ai suffisamment exercé ce violon pour pouvoir en faire le minimum. Oui, c'est pour ça que dans Chris, voilà. dans ce rôle-là, on a l'habitude de quelque chose de très... avec de la testostérone, des mâles alpha, et vous arrivez dans cette histoire. J'aime le cinéma d'Olivier Marchal, il n'y a pas de souci, mais là, vous apportez quelque chose de supplémentaire, qui est justement cette rigueur et en même temps ce peu, mais qui dit beaucoup. Donc on va dire un mot sur la saison 3 pour pas trop déflorer, mais de toute évidence, il y a une saison 3, et de toute évidence, vous y serez. Et une femme, en tant que femme comédienne, dans un casting très masculin qui est une femme de pouvoir, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça vous raconte? Alors ça dépend des équipes et ça dépend des tournages, mais là il se trouve que dans l'univers d'Olivier Marchal, il y a un très grand respect, en tout cas je ressens un très grand respect et de sa part et de toute l'équipe, et en fait c'est très bienveillant. Et je pense aussi qu'il s'entoure de gens bienveillants, et donc c'est un très grand plaisir. Mais c'est vrai que c'est drôle parce que j'ai presque l'impression que Chris infuse en fait autour de moi, et autour de moi Laetitia, et qu'en fait il y a quelque chose comme ça d'impressionnant, et je peux pas en fait faire le clown en coulisses, et finalement je suis un petit peu dans cette aura comme ça du personnage que le personnage m'amène, et c'est très agréable, c'est très simple, mais finalement ce que vous disiez est assez juste, c'est que ce personnage réunit tout. Il réunit à la fois la justesse des mots, que j'aime, l'amour du jeu, l'amour de la justesse des mots, et le peu. Et ma devise, c'est « less is more », donc moins j'en fais, plus c'est puissant. Oui. Et finalement, c'est vrai, vous avez raison, en fait, une femme de pouvoir, moins elle en fait, plus elle est dangereuse. Une femme ou un homme de pouvoir, mais je veux dire, il y a vraiment ce truc où on est insaisissable. Et donc, c'est effectivement encore un peu c'est un mélange de maîtrise et de lâcher prise. Et c'est tellement mieux la maîtrise que le contrôle. Oui, à mon sens. Ah oui, bien sûr, le contrôle enferme. Voilà, je suis bien placée pour le savoir parce que je lutte un peu contre ça. Et justement, plus je découvre le laisser-faire, plus finalement les choses viennent à soi et sont faciles. Et c'est pareil pour Chris. Et d'ailleurs, il y aura, je pense, une évolution entre la 2 et la 3 dans mon jeu. Parce que maintenant qu'elle s'est installée, elle va pouvoir laisser faire. Et être encore plus dangereuse peut-être. Voilà, on va voir. Moi, je suis très excitée à l'idée de voir un archétype de femme comme ça qui... assez inédit dans la série française, d'une méchante. En général, elles sont policières, elles ont des rôles premiers dans ce code-là, mais méchantes, on n'ose pas vraiment. Et donc là, je trouve ça très bien, donc vivement la saison 3. C'est un très beau cadeau qu'Olivier Marchal m'a fait. Vraiment. Bravo Olivier, vraiment. Je suis très heureuse. En plus, ça fait des années qu'on voulait bosser ensemble et que je lui disais, mais vous savez, dans votre univers, je ne suis pas la flic, je suis pas... Je lui avais dit ça, je pense que je suis plutôt... Je suis une avocate, une méchante, une juge, je sais pas, je crois que je traverserais mieux votre univers comme ça. Et quelques années plus tard, il arrive avec ce cadeau en fait. Oui, voilà. C'est génial. Et ça arrive à point de maturité pour vous qui fait que, voilà, en fait, il n'y a pas de hasard. S'il y a quelque chose de très... C'est pour ça que je voulais parler vraiment de votre parcours, qu'on comprenne bien, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore ici en France, et vous travaillez de plus en plus, et il va y avoir, on va parler de vos actualités maintenant, des séries qui vont arriver sur France Télévisions et sur TF1, qui font que le public va vous découvrir vraiment de façon mainstream, et je vous le souhaite parce qu'on a besoin, tout ça je répète que vous êtes une actrice française, je le répète, c'est important. Voilà. Donc c'est un rôle modèle aussi pour nous, les Français, et on est ravis qu'il y ait une réussite internationale comme celle-ci. Maintenant, il faut nous revenir un petit peu quand même. Oui, ça y est. Ça y est, j'arrive là. Voilà, parce que les séries vont sortir, donc c'est tourné. Ça y est, c'est parti. Donc il y en a une pour TF1, on va en dire un petit mot, puis une pour France 2. Donc la cible avec Faux Voto pour TF1, et puis la Vendetta avec Thierry Neuvik. Le nom a changé. Ah, ça a changé. Oui, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Ça s'appelle maintenant La Terre et le Sang. La Terre et le Sang. Ouais, ça se passe en Corse. D'accord. Avec Thierry Neuvik et Vaina Jokante, qui sont des personnes très, très adorables. Vraiment, belle rencontre. Et Ange Basterga, le réalisateur qui est corse et qui a fait une série magnifique sur la Corse, avec de très beaux enjeux. Et c'était un plaisir, évidemment, de tourner là-bas. C'était vraiment magnifique. Elle arrive au printemps sur France 2. Oui. J'ai vraiment hâte. Et ça, c'était un super exercice. Ah ouais, c'était génial. Déjà, se réveiller tous les matins sur le port d'Ajaccio, c'est quelque chose. Oui.
Et puis pareil, je crois que c'était vraiment la plus jolie expérience en termes d'équipe française, quoi. C'était très beau, très doux. Je sais pas, je crois que c'est la Corse aussi. Il y avait quelque chose, Oui. il y a quelque chose de magique en fait. Non, mais c'est vrai que ça permet comme ça de réunir vos deux expériences internationales et françaises et de boucler la boucle quelque part. Et comme vous ne vous interdisez rien et vous avez bien le droit, vous peignez et vous faites de la musique. Mais en fait, ça vient du tout début. Quand j'ai passé Oui. les beaux-arts et Mhm. architecture, on demande des dossiers Mhm. dans lesquels j'ai présenté. Évidemment, j'ai toujours peint, et même sculpté, parce qu'en fait, mes parents ont des métiers dans la médecine, mais il se trouve qu'ils sont à côté peintres et sculpteurs. Et bah, forcément, j'ai grandi là-dedans, donc j'ai toujours peint. Et quand j'ai présenté les dossiers pour les beaux-arts et architecture, j'avais à la fois des peintures, des photos de sculpture, et j'avais fait une chanson que j'avais composée, que j'avais écrite. Donc en fait, tout était là, mais en gestation. Tout était tout petit, en fait, et demandait qu'à grandir. Sauf que, comme je n'ai pas finalement choisi les beaux-arts, et que je suis partie vers cette voie difficile, parfois, de comédienne, difficile, mais en fait, j'ai appris à comprendre que... À composer avec cette difficulté. Ben, surtout à comprendre que c'était complètement logique. C'est un peu Oui. ce qu'on disait avant. J'allais Oui. pas travailler à 20 ans avec la tête que j'avais, parce que c'est comme ça. Et c'est ça que j'ai appris. Donc, finalement, toute cette gestation, elle s'est faite lentement. Et aujourd'hui, il y a en fait 2 ans, je me suis dit que ça y est... Enfin, j'ai senti en fait que c'était mûr. Oui. Donc j'ai accéléré les cours de chant, parce que c'est à la base pas mon point fort. Oui. Mais voilà, et maintenant je vais sortir 6 chansons, donc un EP dans lesquels j'essaye plusieurs voix, plusieurs choses. En tout cas, c'est mes textes, enfin. Et des peintures. J'ai fait une première expo de peinture à Marseille, dans laquelle j'ai vendu 10 toiles d'ailleurs, au profit d'une association contre la violence faite aux femmes. C'est aussi des choses qui me tiennent à cœur. Et voilà, je crois que... d'ailleurs, j'ai fait un portrait d'Olivier Marchal. Voilà, il y a une très belle peinture d'Olivier Marchal qu'on voit pendant qu'on parle. Parce qu'en fait, il est tellement touchant, il a un regard tellement, tellement touchant que j'ai envie de le peindre. Oui, il y a aussi d'autres œuvres qui sont vraiment très intéressantes et qui racontent l'âme que vous-même vous avez, vous montrez dans vos rôles, en tout cas la façon dont vous jouez. Il y a quelque chose qui ne se départit pas de vous, c'est-à-dire qu'on vous reconnaît aussi en musique. Leïla, pour ceux qui ne connaissent pas la chanson, mais vous pouvez la découvrir, pour moi c'est ma préférée. Il y en a plein d'autres, mais s'il y a quelque chose de très poétique, les sujets qui vous tiennent à cœur, c'est la filiation, c'est ça ? C'est-à-dire que cette EP, je l'ai fait un petit peu sur... finalement, ça parle beaucoup d'enfance ou de maternité, ou de désir de maternité, ou de rapport d'une fille à son père. Donc il y a quelque chose comme ça. Dans cette EP-là, en tout cas, il y aura, je pense que l'enfant. Voilà. Oui. Et d'ailleurs, le film que j'écris en ce moment s'appelle L'Enfant bleu. Parce que, en plus, vous écrivez un film qui va exister. J'espère, voilà, je croise les doigts. Cette corde en plus à ajouter qui est la réalisation. Ça a toujours été là en fait. C'est pareil, c'est des choses que je voulais faire avant d'être comédienne, et on m'a dit, dis donc, t'as 19 ans là, va jouer un peu. Mais vraiment, on m'a dit ça comme ça quand je suis allée à la Fémis. On m'a dit, tu voudrais pas d'abord un petit peu jouer et puis te rôder, tu nous reviendras quand tu auras expérimenté la vie. Et donc là, c'est fait. Là, c'est le cas. Non, mais c'est pour ça que j'avais envie de vous recevoir. Je suis vraiment ravie de cet entretien parce qu'il y a quelque chose de... Comme votre jeu de pur, d'aller à l'essentiel, de capter l'âme, la filiation, de raconter quelque chose. Et il est temps qu'on vous voit dans plein de choses, que vous continuez à créer vos propres récits. C'est important au féminin et au masculin, en tout cas, voilà, quelque chose d'universel. C'est quelque chose qui me tient, moi, particulièrement à cœur, l'universel. Donc, merci pour cette conversation. Cette émission s'appelle Conversation et j'adore quand je converse comme ça avec des artistes complets. Merci. Merci beaucoup, c'était un grand Laetitia. plaisir. À bientôt. Merci.